Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce télégramme de félicitations adressé par le président de la République à son homologue égyptien, son Altesse, son Excellence Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe donc d'Égypte. Monsieur le Président et chers frères, au moment où votre pays s'apprête à commémorer l'anniversaire de sa fête nationale, il m'est agréable de vous adresser au nom du peuple togolais, de son gouvernement et à mon nom propre mes très vives et chaleureuses félicitations. Je voudrais saisir cette heureuse occasion pour vous exprimer mon vif souhait de voir se renforcer davantage les excellentes relations d'amitié, de coopération et de solidarité qui existent entre nos deux pays. Je demeure également persuadé que les efforts inlassables que vous ne cessez de déployer et les discussions engagées entre l'ensemble de la classe politique égyptienne sous votre haute impulsion contribueront sans nul doute au renforcement de la paix et de la stabilité, non seulement dans votre pays, mais aussi dans la sous-région et en Afrique. En renouvelant à vous-même et à votre famille mes vœux ardents de santé et de bonheur, ainsi que ceux de paix et de prospérité continue pour le peuple frère égyptien, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances de ma très haute considération. C'est signé Fort Essozimna Nyassimbe, président de la République togolaise. Le Centre d'études et de renforcement des capacités pour le développement au Togo vient de mener une étude dont les résultats ont été soumis à la réflexion des acteurs impliqués dans les politiques de développement hier. Le but de la séance était de permettre aux participants d'analyser le document, de l'amender puis de le valider. Compte rendu, Carmen Madiakapou. La Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, ACBF, intègre dans son rapport sur les indicateurs de capacité en Afrique une auto-évaluation des politiques et des institutions des pays africains selon des critères retenus par la Banque mondiale. Cette année, c'est le Togo qui a été retenu parmi les 18 pays africains pour lesquels ce exercice est mené. Une étude a donc été réalisée par le CADERT, Centre autonome d'études et de renforcement des capacités pour le développement au Togo, pour réaliser la qualité des politiques mises en œuvre par l'État togolais. Le résultat qui en est issu est ici soumis aux différents acteurs de la vie socio-économique pour une analyse minutieuse. C'est un rapport qui permet à chaque pays de s'auto-évaluer et donc de s'attribuer des notes par rapport à la nature, à la qualité de ces politiques et de ces institutions. Ce rapport couvre 4 grandes thématiques: la gestion économique, les politiques structurelles, les mesures d'inclusion et d'équité sociale et la gouvernance des institutions du secteur public. Le Togo a fait des efforts en matière de gestion macroéconomique selon le ministre en charge de l'évaluation des politiques publiques. Le CPIA, c'est un indicateur qui part de 0 à 6. Et plus vous vous rapprochez de 6, et plus vous avez des allocations de la Banque mondiale au titre de l'aide publique au développement. Et à l'heure actuelle, le Togo est à 3 sur 6. C'est la notation de la Banque mondiale, mais notre auto-évaluation montre que le Togo est à 3,42 sur 6. Il reste encore des efforts à faire dans 3 domaines en particulier. Le premier défi, c'est comment concilier l'exigence d'équilibre des comptes publics avec la transformation structurelle de notre économie. Le deuxième défi, c'est le défi de la transparence. Et enfin, le troisième défi, c'est le défi de la coordination de l'action publique. À l'issue des travaux, le rapport sera adopté et permettra au Togo de produire un document présentant le ressenti des Togolais en matière de politique menée et la qualité des institutions. Ces dernières années, un nouveau concept a fait son entrée dans le vocabulaire des spécialistes des politiques de développement. Il s'agit du GAR, entendez gestion axée sur les résultats. Depuis l'adoption de cette approche en 2005 dans le cadre du partenariat entre les pays du Sud et ceux du Nord, les pays en voie de développement ne jurent que d'elle pour parvenir à un développement harmonieux et durable de leurs économies. En quoi consiste ce système et quelle est concrètement son importance pour les politiques de développement de nos pays? À la réponse à ces questions avec Nathalie Panegué et Christine Pecheki Aloudé. Parmi les 5 principes adoptés en 2005 à Paris dans le cadre du partenariat qui existe entre les pays du Sud et ceux du Nord, figure en bonne place la gestion axée sur les résultats GAR.
Celle-ci se veut une approche basée sur le cycle de vie d'un programme ou d'un projet et intègre, entre autres, les stratégies, les personnes et les ressources pour un meilleur rendement dans tous les secteurs. En fait, c'est une approche qui est orientée vers le management, qui recommande aujourd'hui qu'on abandonne le bureaucratisme pour aller à une gestion, si vous voulez, efficace, saine des administrations. Aujourd'hui, nous utilisons la gestion accès-résultat pour balayer ce que nous appelons la chaîne planification, programmation, budgétisation, exécution et suivi-évaluation. Le Togo s'est inscrit dans ce processus et tous les ministères se dotent progressivement de cet outil de gestion qui va leur permettre d'utiliser plus rationnellement l'ensemble des moyens mis à leur disposition. Au niveau de la programmation aujourd'hui, la gestion accès-résultat recommande que cette programmation et même la budgétisation soit axée sur les résultats. Aujourd'hui, nous sommes dans ce processus-là où tous les ministères sont en train de se doter des politiques publiques déclinées en budget programme, c'est-à-dire des budgets axés sur les résultats. Et ceci pour pouvoir gérer d'une manière efficace le développement, utiliser d'une manière efficiente les ressources, mais également que les actions qui seront menées par les ministères sectoriels soient des actions durables. La gare aujourd'hui devient un instrument incontournable. Elle intervient dans la gouvernance administrative, financière et économique et permet notamment de faire le suivi des progrès en fonction des résultats et des ressources utilisées, de déterminer clairement les bénéficiaires des programmes tout en concevant des programmes qui répondent à leurs besoins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne pose plus une activité parce que on menait cette activité depuis la nuit des temps. On n'est plus systématiquement aujourd'hui dans ce phénomène de reconduction des crédits à l'identique. Aujourd'hui, on définit des priorités et c'est ces priorités qui recevront un appui. La gestion axée sur les résultats exige donc que tout citoyen porte son regard au-delà des activités et que l'attention soit sur les résultats réels, c'est-à-dire les changements provoqués par la programmation. Les 4 autres principes de la déclaration de Paris qui a mis en exergue l'approche gare sont l'appropriation, l'alignement, l'harmonisation et la redevabilité. L'autre système sur lequel notre pays compte actuellement pour assurer le bien-être au plus grand nombre de sa population et dont on parle également beaucoup ces temps-ci est la couverture sanitaire universelle. Il s'agit à travers ce système de faciliter à la population l'accès à des soins de qualité sans contrainte financière. Si la population ne doit pas supporter le coût des prestations sanitaires, il faut bien que quelqu'un le fasse, d'où la mise en place de ce que l'on appelle mécanisme de financement innovant, objet d'une étude dont les résultats sont en cours d'analyse depuis hier à Lomé. Pour en savoir plus sur ce concept, suivons ce dossier réalisé par Luc Assi et Edem Soussoukou. Selon les données officielles, le taux national de fréquentation des services de santé publique était de 34% en 2012. Les estimations de mortalité maternelle, néonatale et infantile sont loin de répondre aux attentes. À cela s'ajoute la qualité insuffisante de l'offre de soins dans le secteur public. Il faut donc agir pour s'inscrire dans la volonté des plus hautes autorités togolaises. Assurer à toute la population un niveau de soins de santé le plus élevé possible. Et c'est tout le sens de l'étude sur l'exploration du potentiel de mobilisation des ressources domestiques par des mécanismes de financement innovants. Les études ont retenu 5 mécanismes. L'État fait déjà beaucoup d'efforts. Il a mis la gratuité en place, il a mis l'INAM en place. Mais l'INAM ne couvre qu'une partie de la population, les fonctionnaires. Donc il y a tout le secteur informel, surtout les couches les plus vulnérables qui ne sont pas couvertes. Il faut qu'on trouve des mécanismes pour mobiliser de l'argent additionnel au niveau domestique. Le pays ne compte pas sur l'extérieur pour ceci, cela. Au niveau domestique, pour mobiliser de l'argent supplémentaire. Les gens ont pensé aux billets d'avion, taxes sur les billets d'avion, des taxes sur les ressources minières, des taxes sur la téléphonie, des taxes sur la TVA, même augmenter la TVA, des taxes sur l'alcool, des taxes sur le tabac. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle mécanisme innovant.
Dans un système de santé universel, l'État, la communauté, par solidarité, garantit l'accès universel de chacun. Les professionnels de la santé et les différents partenaires sont donc appelés à examiner la faisabilité technique et institutionnelle de ces 5 mécanismes. L'urgence ici est d'analyser les résultats des projections proposées en termes de volume de mobilisation, des ressources supplémentaires nécessaires pour répondre aux besoins et statuer sur les mécanismes de financement innovants les plus adéquats pour le Togo. On a vraiment essayé de s'assurer que nous allions choisir des domaines qui n'auraient pas d'impact trop négatif dans la poche des Togolais. Pour l'instant, plus de 52% du financement de la santé se fait à travers la poche du Togolais. À chaque fois qu'un Togolais est malade, il doit se demander s'il a les quelques centimes ou les quelques francs dans sa poche pour pouvoir accéder à la santé. Puisqu'on dit qu'on veut adresser cet argent pour couvrir les plus faibles, quelles sont les affections qui sont les plus récurrentes au milieu des populations les plus faibles, les populations ciblées? Je crois qu'il y aura tout ce travail-là de base qui doit être fait. Donc définir un panier d'affections, de maladies, et définir aussi ce que chacun doit apporter, et tout doucement, et je crois que c'est comme ça qu'on devrait tout doucement aller vers donc, la couverture sanitaire universelle. Les dépenses totales de santé au Togo représentent environ 7% du PIB et les allocations budgétaires de l'État au ministère de la Santé représentent 5 à 6% du budget de l'État. Des efforts restent à faire pour améliorer la couverture sanitaire. Au Togo, l'État est le principal fournisseur de soins avec 67% de l'offre. Le système de santé est relativement bien pourvu en infrastructures. On compte 948 formations sanitaires conformes aux normes, tous secteurs et toutes catégories confondues. L'échéance fixée pour le passage à la transition numérique pour tous les médias du monde avance à grands pas dans les pays de l'UEMOA où l'on a décidé de fédérer les énergies en vue de répondre au rendez-vous sans grande difficulté. L'on met les bouchées doubles dans la réalisation des travaux. Ce matin à Kpalimé, les journalistes ont été conviés à une séance de sensibilisation au cours de laquelle des détails leur ont été fournis sur les différentes phases de cette transition numérique, ses enjeux et ses avantages, afin qu'à leur tour, ils en informent la population. Reportage Sylvain Aboudou. L'Union internationale des télécommunications UIT a recommandé lors de l'accord de Genève en 2006 que tous les États du monde se conforment aux dispositions de numérisation des chaînes audiovisuelles en juin 2015. Aujourd'hui, l'analyse de ce processus de transition numérique montre un très grand retard dans sa conduite au sein des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UMOA. L'institution communautaire s'active donc à inciter chaque État membre à progresser dans cette dynamique de modernisation. Pour ce faire, elle a mobilisé les professionnels des médias, vecteurs de la diffusion de l'information, avec pour objectif de les sensibiliser sur le programme de la transition numérique et de façon spécifique les informer sur les enjeux de ce mécanisme, l'état de sa mise en œuvre et surtout l'évolution du processus dans chaque État membre. Les pays européens sont déjà passés, les pays américains sont passés, les pays asiatiques sont plus ou moins passés et nous sommes en retard. Et donc nous devons tout faire pour aller vite, pour respecter les délais de juin 2015. La mutation de l'analogie au numérique devient donc un passage obligé pour chaque pays. Ce processus de transition numérique est donc une opération qui nécessite la prise de dispositions au plan technique, juridique et économique qui touche essentiellement les chaînes de télévision. En ce qui concerne le Togo, la ministre en charge de la communication précise. Le gouvernement togolais, pour répondre à cet impératif, a déjà amorcé le processus de numérisation et entend maintenir ses efforts pour un aboutissement total de ce processus. Sous l'impulsion du chef de l'État, notre pays s'est engagé progressivement dans le processus de la migration vers le numérique à partir de 2009, en consentant des investissements nécessaires en vue de la numérisation et de la mise sur satellite de la télévision nationale togolaise notamment. Je voudrais rappeler que la transition vers le numérique implique que le support de transport des signaux de la télévision soit numérisé. Chaque opérateur de télévision est obligé de passer au numérique dans les délais impartis. Les utilisateurs, l'ensemble donc de la population, est invité à changer
de récepteurs ou à les adapter pour la réception du signal numérique. La vision de la commission de l'UEMOA consiste donc à mettre en cohérence un mouvement d'ensemble dans les 8 pays membres de l'Union. Ces journées d'information qui se poursuivent avec 12 acteurs, importateurs d'équipements de télévision et radio, opérateurs de téléphonie mobile, sociétés civiles et collectivités territoriales, marquent ainsi le début d'une campagne de sensibilisation de la population afin qu'elle soit bien imprégnée des dispositions à prendre, surtout en matière d'utilisation des postes téléviseurs à l'ère du numérique. La mesure d'exemption de visa en faveur des ressortissants togolais installés à l'étranger, prise il y a 3 semaines par le gouvernement, est entrée en vigueur lundi dernier comme prévu. Pierre Soussuport était à l'aéroport Gnassingbé à demandé Lomé à l'heure où les premiers passagers togolais à bénéficier de cette mesure ont débarqué. Surprise, joie et fierté ont été les sentiments dominants exprimés par les uns et les autres. Aéroport international Gnassingbé Yadema. Dans le rôle du service d'immigration, des groupes constitués accueillent les Togolais de la diaspora. Devant le guichet, on accélère les formalités. Les Togolais détenteurs de passeports étrangers sont exemptés de visa d'entrée et de sortie du territoire. Kofi est l'un des tout premiers bénéficiaires de cette importante mesure prise par le gouvernement. J'ai appris la nouvelle, bien sûr. Bon, c'était une bonne nouvelle pour tous les Togolais résidant en Europe ou bien à l'étranger. Moi-même, j'en ai profité aujourd'hui. Comme c'est aujourd'hui, c'est officiel. Donc, je suis très content d'être dans mon pays aujourd'hui. Je suis natif du Togo. Donc, je suis très fier d'être Togolais. I was really happy because it's going to help us a lot. For example, I live in Holland and there is no embassy. And for me to travel to Paris and Belgium to get a visa is very frustrated. So the decision is a good idea. It's going to help a lot of Togolese outside the country. Une décision qui fait suite aux recommandations des assises de la diaspora. Et désormais, pour rentrer sur le territoire national, il suffit de présenter le passeport du pays d'accueil, accompagné d'un passeport togolais ou d'une carte d'identité nationale. Ça s'est bien passé, ça a été vraiment accueilli avec courtoisie, j'ai été agréablement surpris. Donc ça marche, il faut le dire. Moi je suis de ceux qui, quand ça ne marche pas, je râle. Et là, pour une fois, franchement, ça marche. Parce que pour vous, c'est peut-être 30 € qu'on allait payer à l'ambassade. C'est rien 30 €, mais symboliquement c'est capital pour nous, c'est important. Je rentre chez moi, je n'ai pas à payer pour rentrer chez moi. Voyez? Et le chemin a été parcouru depuis la date où, je me rappelle il y a quelques années, on me demandait de fournir une invitation pour qu'on me fasse le visa pour que je rentre chez moi. C'était pour moi une insulte. De là aujourd'hui, vraiment c'est un grand pas. Il faut le dire, ceux qui ont décidé ça, il faut leur dire que c'est bien. Pour les promoteurs, le lancement officiel de ce projet devra faciliter des initiatives pour le recours aux compétences et autres ressources de la diaspora togolaise. C'est un travail de longue haleine qui a commencé depuis un certain temps. Le problème existait déjà depuis, mais Dieu merci, le gouvernement s'est intéressé à cette question à travers les tournées de sensibilisation que nous avions eu à organiser et à la suite des assises nationales de la diaspora. D'abord, il y a beaucoup d'hommes d'affaires dedans. Il y a des enseignants qui viennent, qui peuvent venir donner un coup de main ici. Par exemple, le programme Diaspora a fait venir déjà des Togolais. Malgré le fait qu'on leur applique le visa, ils sont venus quand même donner des cours à l'université de Lomé dans des programmes où on n'avait pas de professeurs. C'est déjà quelque chose que nous gagnons. Et il y a des gens qui vont venir plus facilement et plus régulièrement, qui vont investir. Aujourd'hui même, ce matin, j'ai reçu quelqu'un à mon bureau qui m'a dit « Ah, c'est une bonne décision. Maintenant, je peux venir chaque fois pour faire fructifier mes affaires que je suis en train de monter ici. » Vous voyez, c'est des choses que nous allons gagner. Et si la chose dure dans le temps, vous allez voir que beaucoup de Togolais, il y a beaucoup qui veulent rentrer chez eux. Beaucoup de Togolais vont créer des structures ici et vont embaucher d'autres Togolais. 1,5 million de Togolais font partie de la diaspora et leur contribution au PIB national est fortement appréciée. Au titre de l'année 2013, 187 milliards de francs CFA ont été transférés pour une recette fiscale de plus de 14 milliards de francs CFA. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, HCDH, anime une rencontre de renforcement des capacités des fêtières régionales et organisations de la société civile de Kara sur le monitoring des droits de l'homme. Voyons en quoi cela consiste dans ce reportage de Nestor Mouzou.
Les bénéficiaires de la formation sont issus des régions centrales et Kara. Ils appartiennent aux fêtières d'ONG et organisations de la société civile togolaise qui s'occupent de la défense des droits de l'homme. La formation qui leur est dispensée porte sur le monitoring des droits de l'homme, un atelier de transfert de savoir-faire initié par le bureau du Togo du HCDH au commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Le monitoring, c'est la collecte d'informations sur d'éventuelles violations des droits de l'homme, si on parle du monitoring des droits de l'homme. Mais ce n'est pas n'importe quelle information. On veut que les informations soient crédibles, qu'elles soient vérifiées, qu'elles soient précises, parce que le monitoring, ça doit permettre, après une analyse, pour vérifier s'il y a vraiment eu violation des droits de l'homme ou pas. Et ça doit aussi permettre, après, d'interpeller les autorités, le cas échéant, pour leur demander de prendre des mesures correctives ou bien pour les appuyer, faire des recommandations pour qu'à la fin, finalement, on arrive à une amélioration de la situation des droits de l'homme. Cette session du HCDH de renforcement des capacités est tenue en collaboration avec le ministère des droits de l'homme, de la consolidation de la démocratie et de la mise en œuvre des recommandations de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. En 2011, le HCDH avait organisé un atelier similaire, expérience renouvelée en 2013. La session de Kara constitue donc la troisième du genre. L'ONG WAO Afrique exprime son indignation face au maintien en captivité des jeunes Nigérianes par Boko Haram au Nigeria. Lors d'une conférence de presse cet après-midi à Lomé, les responsables de cette organisation ont renouvelé leur solidarité envers les parents des otages et demandé à la secte islamiste de libérer les lycéennes sans aucune condition. Compte rendu Augustin Kossi, Clarisse Aticlé. 100 jours de captivité des lycéennes nigérianes enlevées en avril dernier par la secte islamiste Boko Haram. Les initiatives pour aboutir à leur libération se poursuivent. Ici, c'est l'ONG WAO Afrique qui crie son ras-le-bol. Ensemble avec l'ONG WAO Afrique condamne avec la dernière rigueur l'enlèvement de ces filles, de même que la destruction des infrastructures scolaires et la proposition d'échange des lycéennes contre les prisonniers de la dite secte. À cette occasion, 3 pigeons blancs ont été libérés symboliquement en direction du Nigeria pour faire passer le message. Ces pigeons ont 2 messages. D'abord, un message pour le gouvernement nigérien, c'est de tout mettre en œuvre pour trouver pour savoir où se trouvent ces enfants et pour les libérer. Ou bien, les pigeons vont aller dire aux dirigeants de Boko Haram de façon symbolique qu'ils aient le cœur pour qu'ils puissent libérer ces enfants, parce que ces enfants, ce sont des innocents, ils n'ont rien à faire avec des revendications politiques ou religieuses qu'ils sont en train de faire. C'est pour ça que nous avons pensé mobiliser l'opinion nationale togolaise aujourd'hui pour crier encore une fois de plus en vue d'éveiller la conscience des uns et des autres sur le sort de ces enfants pour que des dispositions soient prises pour que ces enfants soient vite libérés. Les organisations de la société civile, les enfants et les jeunes du Togo saisissent donc l'opportunité de cette rencontre avec la presse pour exhorter les chefs d'État et de gouvernement de la sous-région ouest-africaine à œuvrer en synergie pour la libération des lycéennes privées de leur droit à l'éducation. 22 villages du Togo vont sortir de l'obscurité grâce à la magie de l'énergie solaire dans quelques semaines. Un lot d'équipements composé de plaques photovoltaïques et leurs accessoires a été remis aujourd'hui au ministère des Mines et de l'Énergie. Voyons le reportage de Robert Potogbe et Sylvain Aboudjou. D'ici 2 mois, une vingtaine de villages au Togo seront entièrement électrifiés à l'énergie solaire. Une réalisation qui sera possible grâce à l'octroi au ministère de l'Énergie de 2400 modules solaires, 1500 régulateurs de tension, 1800 batteries, 750 disjoncteurs, 8400 luminaires et 1500 onduleurs. L'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA veut, à travers cette électrification rurale dans les 8 pays membres, doter les villages d'énergie renouvelable en vue de lutter contre les effets pervers des changements climatiques. Et la politique que vise l'UEMOA, c'est d'amener l'accès à l'énergie aux populations, surtout aux populations rurales. Et c'est pour cela que l'UEMOA a mis en place ce qu'on appelle l'initiative régionale pour l'énergie durable,
qui est en train de financer ces réalisations dans les 8 pays de l'UMOA. Et l'UMOA, dans cette phase-là, va concerner les petites installations, mais à partir de l'année prochaine, nous allons rentrer dans les mini-centrales solaires ou même des grosses centrales où nous allons produire l'énergie pour mettre dans le réseau. Lancé depuis 2 ans, le programme régional de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique PRODER de l'UMOA vient appuyer les efforts constants du gouvernement togolais dans sa politique d'électrification de la population à la base. Nous ne pouvons pas tout le temps se focaliser sur le réseau classique parce qu'en direction du monde rural, le réseau nous coûte très cher. C'est dans ce sens-là que nous faisons l'électrification décentralisée à travers des énergies renouvelables, notamment le solaire. Et comme vous le savez aussi, c'est un mix énergétique que nous développons pour pouvoir rendre accessible l'énergie au monde rural et l'accès à l'énergie moins chère, à moindre coût et peu polluant. Ces équipements de systèmes solaires photovoltaïques devant servir à l'éclairage des ménages et des lieux communautaires permettront d'installer aussi 242 lampadaires et 2 congélateurs solaires pour des centres de santé. Ces travaux seront exécutés par les entreprises Angélique International et Otamari. Eux disposent déjà de l'électricité dans leur quartier depuis bien longtemps. Il ne leur restait plus qu'un guichet à proximité pour leur raccourcir la distance en vue du règlement soit des factures ou des frais de demande de branchement. Et c'est désormais chose faite. Depuis hier, une agence CET ouvre ses portes à la population d'Ave Pozo. Christelle Agnindom et Gérald Lagoudou ont assisté à l'inauguration des locaux. Leur reportage est présenté par Medina Bacha Salami. La population d'Ave Pozo peut désormais faire ses adieux au long trajet qu'elle effectue pour avoir accès aux services de la compagnie énergie électrique du Togo, SOET. Cette population vient de bénéficier d'une nouvelle agence de la SOET. Une approche stratégique commerciale qui vise à rapprocher davantage la société de sa clientèle. Spécialement ici à Ave Pozo, tous les services que nous offrons à la direction générale peuvent se retrouver ici. Tous les services relatifs à la basse tension donc, peuvent être fournis à l'agence d'Ave Pozo. Joie et soulagement pour le canton d'Ave Pozo. Les services de la SOET sont désormais à proximité. Pour aller payer la facture de la SOET, il fallait parcourir des kilomètres. Aujourd'hui, nous avons eu une grande chance que ce que nous cherchons des années est maintenant à côté de nos doigts. Donc c'est une grande joie pour nous et pour ma population aussi. À travers cette politique d'accès de tous à l'énergie électrique, la SOET, compagnie énergie électrique du Togo, entend voir le taux d'électrification élevé, gage de développement socio-économique. Ce reportage se referme. Merci de nous avoir suivis. C'est Isidore Koubatine que vous présentera notre dernière édition. Excellente soirée. Voici le rappel des titres.